Bonjour Séverine. Bonjour Lucia. Ouais, on va continuer nos explorations psychophilo. Aujourd'hui, cinquième opus. Nous nous étions intéressés à accepter la fois dernière et c'est ce qu'on va continuer aujourd'hui, hein. Donc la dernière fois, c'était plutôt sur la première dimension de l'acceptation que nous étions arrêtés, accepter ce qui s'est produit, ce qui existe, ce qui est arrivé. Et aujourd'hui, nous nous dirigeons vers le deuxième sens de l'acceptation que nous avions identifié. Donc, j'accepte ce que j'accepte ou pas dans la vie, ce que je choisis d'accepter. Euh, Pourquoi j'accepte parfois de faire certains efforts dans la quête du bonheur. Et ça va nous amener vers les valeurs, notre échelle de valeurs, celle que nous choisissons. Euh, et comme départ, je crois que Épicure peut nous aider un peu dans cette exploration, il me semble. Oui, Épicure peut nous aider parce qu'il y a cette question des valeurs. Est-ce que j'accepte mes valeurs à moi? Est-ce que c'est des injonctions reçues de l'extérieur? Alors, on n'y arrive pas directement avec Épicure, mais on va voir comment il peut nous apporter quelque chose là-dedans. Mm. Puisqu'il y a la question aussi du choix qui revient, hein. Tout à fait. D'abord, on accepte ce qu'on n'a pas choisi, mais après, dans le deuxième sens, on va vers un choix. Et donc, Épicure nous parle d'un choix à faire dans nos désirs pour aller vers le bonheur. Chez lui, la première chose, c'est d'abord ne rien craindre des dieux et accepter la mort, hein, puisqu'accepter la mort va permettre de ne pas en avoir peur. Mais pour ensuite aller vers un bonheur qui permet en fait, d'être dans le plaisir d'exister, se satisfaire de ce qu'on a, se satisfaire de ce qu'on est. Comment est-ce qu'on y arrive? Eh bien, en laissant de côté ce que lui appelle les désirs vains pour sélectionner les désirs qui sont naturels et nécessaires. Mm. Alors, quel est le critère en fait qui demande de faire ce choix et cette sélection? C'est parce qu'en fait, la vie heureuse à poursuivre pour lui, c'est la paix du corps et la tranquillité de l'esprit. Mm. Donc, cette paix du corps et cette tranquillité de l'esprit vont pouvoir, cet équilibre en fait, va pouvoir être atteint dans la vie en sélectionnant ces désirs qui sont naturels et nécessaires et en laissant de côté ces désirs vains qui sont les désirs de l'homme déréglé, souvent, qui consistent souvent dans des jouissances matérielles qui vont en fait nous rendre, enfin nous enchaîner, quoi. Mm. Les désirs naturels et nécessaires, qu'est-ce qu'il en dit? Il nous dit que ce sont ceux qui sont nécessaires au bonheur, ceux qui sont nécessaires pour la tranquillité du corps et pour la vie même. Il ne détaille pas vraiment, en tout cas dans la lettre à Ménécée, quand il en parle, il ne détaille pas précisément qu'est-ce que c'est des désirs qui vont pour le bonheur. Mais ce qu'on pourrait mettre dessus concrètement à l'époque où il écrit, c'est ces désirs nécessaires pour le bonheur, ce serait l'amitié, la philosophie, qui à cette époque-là est une forme de thérapeutique des passions. C'est les connaissances aussi. Mm. Alors, tout ce qui est de l'ordre de la tranquillité du corps, ben, ce sera se loger, se vêtir, tout ce qui a trait à l'hygiène, à la santé. Et pour la vie même, ben, on peut citer par exemple le sommeil, la Mm. nourriture, hein, qui est nécessaire à la vie même. Ce sont des désirs qui sont naturels et nécessaires, et par rapport à ceux-là, il y en a encore d'autres qui sont ceux qui sont naturels seulement. Ceux qui sont naturels seulement, mais donc non nécessaires, c'est par exemple la bonne nourriture. Et que nous dit Épicure par rapport à ça? Eh bien, il nous dit, ben, de temps en temps, c'est bien d'avoir de la bonne nourriture, de faire bonne chère, mais seulement de temps en temps, parce que si on s'y habitue tout le temps, ben, le jour où on n'a plus, et on ne sait pas ce qui peut arriver, à un moment donné, on n'a plus, ben, on va être désespéré, on va être déséquilibré. Mm. Et donc, en fait, on arrive vraiment à une forme d'équilibre où on ne va pas s'adonner de façon régulière à des désirs qui peuvent nous rendre dépendants quelque part. Mm. Oui, On voit que le terme épicurien tel qu'il est utilisé aujourd'hui, souvent ne correspond pas tout à fait à ce que Épicure nous écrivait à l'époque, hein. effectivement, oui, c'est un peu, même je dirais, en opposition à certains endroits par rapport à ce qu'il nous propose. Puisqu'on dit aujourd'hui qu'un épicurien, c'est quelqu'un qui aime faire bonne chère et il va, à la limite, peut-être même, peut-être pas nécessairement, mais
flirte un peu avec les excès de la bonne chair, euh, Mhm. alors que chez Épicure, son, ce que tu dis là, c'est que tout est dans la mesure quand même aussi. Bah, comme souvent en philosophie de toute façon, mais C'est dans la mesure, et donc on est dans le désir, mais en même temps dans le discernement. On n'est pas que dans le suivre le désir et avoir des plaisirs, parce que sélectionner ses désirs demande quand même l'effort de la raison aussi. hmm, elle revient aussi. Eh oui. Et je pense que cette notion de désir naturel et nécessaire nous permet aujourd'hui de faire un parallèle avec, enfin, un parallèle, ce ne sont pas les mêmes termes qui seront utilisés, mais avec ce qu'on appelle la pyramide de Maslow. Et oui, quand tu as cité tout à l'heure la nourriture, le sommeil, l'amitié même aussi, hein, et le logement, le vêtement, l'hygiène, tout ça, ça m'a vraiment fait penser à ce que Abraham Maslow avait schématisé sous forme de pyramide. Alors, il s'est basé au départ sur des observations qu'il a faites, donc il était psychologue, hein, Maslow, psychologue américain. Au départ, il s'est basé sur des observations qu'il a faites dans les années 40, puis il a peaufiné encore sa théorie, c'était une théorie de la motivation. Et donc sa version finale a été éditée en 1970, et elle est connue comme ça. Après, lui a mis une sorte de hiérarchisation dans ses besoins, donc on appelle ça la pyramide de Maslow, et ce sont des besoins primordiaux fondamentaux de l'être humain, donc qui sont communs à tous les membres de l'humanité sur Terre. Euh, et lui a mis une sorte de hiérarchie qui a été aussi contestée, mise en perspective par rapport à des situations parfois qui sont un peu plus extrêmes, peut-être notamment tu m'avais dit, hein, dans le domaine humanitaire, les services Oui. humanitaires. Mais et donc, comment se présente? Je mettrai une photo de cette pyramide en commentaire en dessous de la vidéo. Euh, donc, pour Maslow, la base ça va en hiérarchisant, c'est-à-dire qu'on commence par les besoins fondamentaux physiologiques. Donc, pour lui, il faut vraiment, et effectivement, si on ne mange pas, si on ne respire pas, donc il met la nourriture, la respiration, l'eau, le sommeil, l'homéostasie, donc de notre santé. Euh, Aussi le sexe comme moyen de reproduction et allez, de survie de notre espèce, au niveau de l'espèce. Et donc tout ça, ce sont les besoins physiologiques de base qui ont besoin d'être satisfaits avant de commencer à réfléchir à d'autres besoins. Ça, c'est la base de la pyramide. Ensuite, on a la sécurité. Et la sécurité, ça implique quoi? Ça implique un toit sur la tête, la sécurité donc du corps, de l'emploi par exemple, des ressources, la sécurité financière, hein, c'est un des plus gros facteurs de stress dans notre société moderne, la sécurité financière. La propriété, la sécurité de la propriété, de la santé, de la famille, de la moralité, tout ça, enfin tout ce qui pose un cadre sécure pour notre vie. Oui. Et effectivement, le cadre sécure, il nous permet ensuite de nous développer, de développer d'autres choses. Un enfant se développe quand il se sent en sécurité. N'importe qui, d'ailleurs, chez nous, après, chez l'adulte, ça devient totalement inconscient, mais on est, on ne peut avoir confiance en soi que lorsque notre inconscient se sent en sécurité, que ce soit dans un lien ou réellement dans la réalité matérielle, je veux dire. Euh, Donc ça, c'est la sécurité. Ensuite vient le besoin d'amour, d'appartenance. Donc là vient l'amitié, par exemple, que tu as cité pour Épicure, mais la famille, l'intimité aussi, l'intimité, elle est entre deux personnes, relationnelle, amoureuse, tout ce qui a trait, oui, au lien en fait, au lien à l'autre. Au lien à soi aussi, je dirais, mais ça sera plus, ça vient se mettre au-dessus, parce que là, après, on parle d'estime, l'estime de soi, la confiance en soi,
D'où découle la réussite aussi, la réussite sociale, comment je me sens, est-ce que je me sens bien intégrée dans la société, le besoin d'appartenance vient là. Euh, J'appartiens, enfin, il découle, il est un peu à cheval, moi, je trouve, entre le troisième niveau de l'amour, où il y a, on rentre en ligne de compte l'amitié, la famille, l'intimité, plus, et ensuite l'estime de soi. Mais moi, je trouve que l'appartenance, elle est un peu à cheval entre les deux, parce qu'il y a diverses euh, dimensions à ce sentiment d'appartenance. Euh, dans ce chapitre de l'estime, là, il y a aussi, est-ce que je me sens respectée par Mhm. les autres? Mais j'ai besoin de ça. J'en ai besoin pour me sentir épanouie. Sur la quête du bonheur, on grimpe les échelons, là. Et on arrive à la fin sur la pointe de la pyramide avec l'autoréalisation, l'accomplissement de soi. Il y en a qui mettent aussi le mot de auto-actualisation, puisque au fil de la vie, eh bien, on le verra plus tard, hein, notre regard sur notre histoire personnelle peut changer en fonction de ce que nous vivons, des personnes que nous rencontrons, etc. Et donc là-dedans, viennent se mettre la créativité, la spontanéité, l'acceptation des faits. Mhm. Euh, Petit à petit, puisqu'on arrive à l'accomplissement de soi, on a une sorte de dynamique qui fait aussi que nos préjugés, des a priori beau- tendent à disparaître. Donc on est beaucoup plus ouvert au monde, en fait. On a un cœur ouvert, là, on dirait. Mhm. Donc voilà la pyramide de Maslow des besoins selon le regard que Maslow avait porté sur comment se construit la motivation de l'être humain pour toutes Mhm. sortes de choses. On pourrait ramener cette motivation à une forme de poursuite du bonheur Tout à fait. qui demanderait de grimper cette pyramide. Oui, Tu parlais de la critique de cette pyramide. Alors, c'est sûr que bah, au niveau humanitaire, évidemment, on cherche d'abord à répondre aux besoins premiers. Hein. Ça, oui, c'est pas oui. du tout remis en question. Mais c'est plus dans la coopération au développement. Ben, on peut se poser la question quand on va dans un pays où ben, on se dit ben, on est dans des circonstances où effectivement tout le bas de la pyramide n'est pas complété, ne peut pas être comblé. Et on voit que ben, sans doute ça va être durable. Est-ce que ça veut dire que les personnes qui vivent là vont devoir s'en tenir au bas de la pyramide et ne peuvent pas en même temps déjà s'accomplir dans d'autres sens? Eh bien non, c'est dans ce sens-là que ça avait été un peu remis en question, comme s'il fallait qu'absolument tous les besoins de départ soient comblés pour ensuite pouvoir aller vers ce que Maslow appelle l'accomplissement. Oui. Et dans ce que tu me dis là aussi, ce qui me vient, c'est que parfois nos besoins physiologiques aussi, donc la nourriture par exemple, se nourrir, s'alimenter même, euh, eh bien, ce qu'on va mettre dans cette alimentation peut changer en fonction aussi de la sécurité, par exemple, financière qu'on a. Au départ, ou bien des circonstances extérieures, hein, effectivement, si je suis dans un contexte de guerre, bon, ben, c'est sûr que si la population est rationnée, à ce moment-là, les besoins physiologiques, enfin, la manière dont ils seront satisfaits sera totalement différente. Prenons l'exemple de la Deuxième Guerre mondiale, comment c'était dans les pays occupés, et puis ce qui s'est passé à la Libération. On a eu un flot d'abondance qui s'est mis en marche. Et évidemment que alors l'alimentation a été totalement différente, et ça n'a pas empêché en effet les personnes de satisfaire à d'autres besoins en Oui, parallèle, oui, bien sûr. notamment le besoin de contribuer. Par exemple, prenons l'exemple toujours là des résistants. Oui. Et parfois, on peut même très étonnamment voir que dans un lieu où il y a peu, se contenter de peu, en fait, permet aux gens aussi de mettre en avant d'autres qualités qui, dans une société où il y a trop, on va peut-être parfois les négliger. Oui. En effet. Et là, peut-être qu'on arrive dans des désirs un peu aliénés, ce qu'Épicure appelait les désirs aliénés, où on est plutôt aux prises avec la recherche de plaisir qui peut un peu occulter l'essence un peu. Alors, c'est pas directement Épicure hein, qui parle de désir aliéné, mais lui, il Non, parle de désir vain. Mais c'est vrai 20, qu'on oui, peut, c'est ça. oui, on pourrait parler de désir aliéné dans une société. Donc, lui il nous parle de sélectionner vraiment les désirs naturels et nécessaires.
Mais dans une société de consommation, on voit que on peut nous faire croire au caractère nécessaire de désirs qui sont non nécessaires. Ça Hmm. arrive quand même régulièrement hein, dans une société où il y a beaucoup de choses matérielles et où on produit beaucoup pour consommer beaucoup. Finalement, on peut avoir des désirs aliénés parce qu'en fait, on nous fait passer ces désirs comme étant nécessaires alors qu'ils ne le sont pas. Et à un moment donné, on se rend compte qu'en fait, peut-être nous sommes habités de désirs qui ne nous appartiennent absolument pas, qui viennent de cette société, mais ce n'est pas peut-être pas le choix profond que nous aurions voulu faire. En thérapie aussi, on va se rendre compte hein, que quand on revisite notre histoire, on accueille ce qui s'est passé et puis on accepte, mais en même temps, on peut se rendre compte que il y a des désirs qu'on a peut-être repris de notre famille ou de tel dont on a fait partie, d'un discours religieux ou d'un discours de classe, et on l'a repris et on a fonctionné là-dessus, on a fait des choix en se basant sur ces désirs et en fait, on n'avait pas conscience en revenant à Spinoza, on n'avait pas conscience de ce qui causait ces désirs. Mhm. Et donc, on est plus sur des désirs qui ne nous appartiennent pas. Et de là va effectivement dans le chemin de prise de conscience, hein, en mettant de la conscience dessus, ben, va se poser la question, mais alors quelles sont mes valeurs à moi? Qu'est-ce que je vais choisir maintenant que j'ai accepté ce qui s'est passé avant? Vers quoi je vais aller? Qu'est-ce que je vais choisir réellement? Oui, tout à fait. Mm. Et dans tout ce qui nous habite, là, qui peut être inconscient, hein, il y a les désirs, mais il y a aussi, on va parler dans l'approche thérapeutique de l'histoire qu'on se raconte aussi à l'intérieur, de croyances qu'on a héritées de notre famille et qui sont souvent inconscientes, mais ça se manifeste sous forme de pensées dans la vie de tous les jours, intérieures, hein, qui ne sont pas explicitées, mais qui peuvent vraiment influencer les choix qu'on fait. Oui, tout à fait. Et puis, moi j'aime bien, j'avais entendu une des profs que nous avions eues pendant le parcours, que elle utilise la notion de conclusion erronée quand il s'agit de croyances, par exemple, qui sont plutôt limitantes. Euh, dans ce, pour juste schématiser un peu comment elles s'installent, ces croyances, en fait, bien, on a une expérience de vie qui nous arrive, un événement, et puis bah, le système va essayer de le digérer d'une façon ou d'une autre. Et si c'est un truc qui est un peu moins sympa, il y a des conclusions qui vont se mettre en place aussi en fonction de notre contexte de vie global, de comment je vis. Est-ce que je me sens en sécurité dans ma famille avec papa, maman? Est-ce que peut-être c'est pas toujours le cas? Et en fonction de tout ça, eh bien, mon système va élaborer des conclusions sur lesquelles vont venir se construire ses croyances. Alors, elles peuvent être porteuses, hein, on peut avoir des croyances porteuses et, euh, et d'autres qui sont plutôt limitantes. On peut prendre l'exemple d'un enfant qui euh, a plutôt des facilités à apprendre, il réussit facilement, et donc il y a la conclusion que son système va faire, pourrait faire, c'est que, eh bien, à chaque fois que je commence à faire quelque chose, tout me réussit. J'y arrive en fait. Ce qui fait que plus tard, enfin après dans la vie, à chaque fois qu'il va démarrer quelque chose, il aura cette croyance inconsciente qui va le nourrir en fait, le pousser à avancer dans ses projets et ça lui met beaucoup plus de chances de réussite puisqu'il démarre directement avec cette croyance-là. Contrairement à quelqu'un qui aurait été, imaginons, humilié par un professeur en classe, devant toute la classe. Donc la croyance qui peut s'installer là, c'est mais je suis complètement nulle et je vais jamais rien réussir dans ma vie, des choses comme ça. Et donc à chaque fois, lui, s'il commence un projet, il y a cette croyance-là qui va venir le saboter un peu. Puis après, il y a les phénomènes d'autoréalisation des croyances, etc. Mais c'est pas le sujet aujourd'hui. Mm. Et donc les croyances peuvent nous soutenir ou au contraire nous entraver par rapport à cette quête du bonheur. Exactement. C'est intéressant. Et puis ça montre aussi que la façon dont cette conclusion erronée vient s'installer, ben, quelque part, on n'en a pas, au départ, on n'en a pas conscience quand ça s'installe. Donc il y a quelque chose qu'on n'a pas vraiment choisi là.
Alors après, on va, en acceptant, dans le travail d'acceptation de ce qui s'est passé dans notre vie, de ce qu'on a vécu, on va prendre connaissance petit à petit, prendre conscience de ces croyances, on va pouvoir en accepter certaines et puis peut-être se dire, ben, les autres, là, il va attendre de les changer petit à petit. Tout à fait. Et là viennent nos choix et les valeurs sur lesquelles on va s'appuyer pour décider de ce qu'on accepte ou pas dans la vie, en fait, hein. Et oui. Et tout ça va constituer aussi en partie nos désirs. Peut-être que ces désirs dont nous parle Épicure et ceux sur lesquels il faut porter son discernement, c'est toutes ces choses qui nous motivent, qui nous portent à agir dans un sens ou dans l'autre et qu'on a à discerner, hein. Mhm. Oui. C'est intéressant aussi par rapport à parfois à l'intensité qu'on peut vivre dans certaines des réactions qu'on a. Oui. On n'est pas obligé, en fait, hein, d'accepter l'intensité que certains de nos protecteurs, on en avait parlé la fois dernière, euh, quand nos protecteurs se mettent en marche, parfois ils sont ils ont vraiment envie de bien faire, et donc ils peuvent mettre une intensité assez forte pour être certain de couper le feu ou en tout cas de réguler la souffrance à la manière dont ils savent le faire. Mm. Et ça arrive parfois que cette intensité, elle puisse être même néfaste finalement pour la personne. On pourrait arriver à des situations d'automutilation dans les cas extrêmes. Euh, et finalement, en apprenant à discerner, en mettant de la conscience sur tous ces mécanismes qui existent à l'intérieur de nous, on peut à un moment donné choisir aussi euh, de ne pas accepter cette intensité. Et Mm. ça peut aussi s'appuyer sur les valeurs que nous choisissons. Mais en fait, l'amour pour moi est une valeur importante. Est-ce que ça, venir mutiler, c'est faire preuve d'amour envers moi-même? Mm. Peut-être pas vraiment. Donc je ne suis pas obligée d'accepter cette intensité qui va me pousser à ça. Mm. Je peux choisir. Choisir. Ça va aider à réguler. Oui. Et ça Et régule les ça va, désirs aussi. et oui, ça régule les désirs. Donc, quelque part, ça permet aussi cette paix du corps et de l'âme dont nous parle Épicure. Oui, Cette paix du corps et de l'esprit. tout à fait. Merci Après, pour, oui, oui, oui. J'avais, merci pour tous ces apports parce que ça va plus loin hein, que ce que Épicure dit et donc ça réactualise quelque part sa pensée. oui, oui. Et puis, Épicure, il nous dit, si je me souviens bien, que il faut, non, c'était quoi? Il faut discerner et choisir, mais mettre de la conscience pour réguler. Nous pouvons réguler, c'est ça? Il dit Alors, quelque chose du oui, genre? oui, c'est des mots que moi je mets sur sa pensée. Oui, Il parle pas vraiment de réguler comme tel, mais effectivement de trouver cette tranquillité du corps et de l'esprit. Et quand on lit son texte, on voit bien qu'il y a une forme de régulation des désirs en choisissant ceux qui vont mener à ça. c'est ça. Mais il ne dit pas concrètement comment on peut faire pour les choisir, pour les discerner. Alors, il faut les discerner, hein. Il donne des critères pour, Ah, pour voir lesquels sont naturels et nécessaires, hein. On en a oui. parlé, mais concrètement, on ne voit pas précisément, non, qu'est-ce qu'on peut faire pour les choisir. Mm. Mais l'approche thérapeutique, là, nous éclaire davantage là-dessus. Et oui, on peut. Nous donne- Moi, il y a un outil que j'aime bien, et là, ça fait le lien aussi avec les besoins, en fait. Donc, Ouais. les besoins fondamentaux, puisque enfin, les besoins fondamentaux sont communs à tous les êtres humains, ce qui fait que dans cet outil qui s'appelle la communication non violente, euh, on utilise ces termes de besoin et aussi on va parler de sentiments, de ressenti, de comment je me sens. Et Mhm. puisque ce sont des choses qui sont communes à tous les êtres humains, alors c'est plus facile de comprendre l'autre quand il s'exprime et de trouver ensemble un terrain d'entente. Parce que euh,
Et puis, alors là, j'ai parlé dans un lien à quelqu'un, mais dans un lien à moi-même, parfois, c'est pas très clair non plus. Quel est mon besoin là? Pourquoi je me sens frustrée dans cette situation? En fait, on fera un exercice plus tard pour expérimenter, mais euh, ce que je voulais mettre en lumière ici, à propos de la communication non violente, c'est de distinguer le besoin de la Mhm. stratégie pour le satisfaire. Parce que souvent, moi, ce que j'entends en séance, c'est, ah oui, mais j'ai besoin d'aller faire une balade en forêt. En fait, ce dont j'ai besoin, c'est de me régénérer, ou bien j'ai besoin de paix, d'harmonie, je sais pas, de décompresser ou de présence à moi-même. Enfin, ça peut être divers besoins, en fait, qui peuvent être satisfaits par cette même stratégie. Donc, ça va dans les deux sens. Mhm. Mais par contre, mon besoin de paix, par exemple, ou de calme, il peut être satisfait par différentes stratégies. Ça peut être une balade en forêt, mais ça peut être juste rester dans mon canapé à écouter de la musique, ou bien ça peut être aussi aller boire un café avec une copine. Mhm. Donc, ça, c'est la petite nuance, mais clairement, la CNV, la communication non violente, elle peut être un outil super chouette, même de soi à soi aussi, Mhm. même avant tout de soi à soi. Bon, C'est intéressant parce que détecter ce besoin à la place de la stratégie, quelque part, ça va te permettre de retrouver de l'espace à l'intérieur de soi. Ah, bien, en fait, j'ai le choix. Je ne suis pas sur ce désir absolument d'aller en forêt. Peut-être que c'est pas possible pour le moment. Donc, mais si c'est pas possible, je tombe pas dans le malheur pour autant. Non, il y a d'autres choses qui peuvent être mises en place. Donc, on retrouve plus d'espace, plus de paix, j'ai envie de dire, de cette raison qui amène un affect doux et actif aussi. Au lieu oui, de rester, je peux pas aller en forêt, donc je fais rien et je me fiche. Mais non, je peux rester actif et aller vers ce besoin. oui, totalement. Ça donne un bon degré de liberté aussi, moi je trouve, hein. Pour ceux qui résonnent avec cette valeur-là, ça peut donner un Oui, éclairage supplémentaire. oui. Et c'est intéressant parce que cette partie sur l'acceptation, hein, finalement, ça nous mène à ça. Déjà la dernière fois, on a vu que en acceptant ce qui a été, ben, on n'est pas obligé de s'identifier. Et donc, on retrouve de l'espace à l'intérieur de soi. On voit en sélectionnant ses désirs, en retournant vers ses besoins, au lieu de rester bloqué dans la stratégie, ben, on va aussi retrouver de l'espace. Ça nous permet d'aller vers vraiment nos propres valeurs à nous, de voir ce que nous acceptons, ce que nous acceptons pas. Tout à fait. Euh, En guise de conclusion, hein, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, on peut dire que ce ce qui a été vécu et qu'on a accepté, peut-être que suite à tout ça, on pourra voir que ce qui a été accepté dans le passé, qui était douloureux un jour, mais ça aura été une source d'enseignement très précieux, Mm. puisqu'on aura pu, suite à ça, déterminer nos valeurs et faire enfin des choix qui nous correspondent. Ça nous permet d'aller aussi d'aller vers nous. Et sur ce chemin, ben, on peut de nouveau se re-raconter. On va voir autrement les choses, on va digérer autrement, et notre histoire va pouvoir prendre un sens différent. Mm. En se re-racontant, ben, mon passé change aussi. Donc, de là où on a vu que c'était important de l'accepter, qu'on on ne peut pas rester dans le fantasme, hein, que ça aurait dû être autrement que ce que ça a été, eh bien, on peut passer aussi à mais il va reprendre un autre sens. Ici, Jean-Paul Sartre est très intéressant puisque lui nous dit que tant que notre vie n'est pas finie, les choix que nous posons aujourd'hui vont transformer le sens de ces événements passés. Mm. Et donc même notre passé peut être vu selon les choix qu'on fait aujourd'hui. Je ne vais pas expliquer cette phrase maintenant, mais c'est le sens de, chez lui, l'existence précède l'essence. Donc tant que ma vie n'est pas terminée, mes choix que je fais dans mon existence vont pouvoir aussi changer. Et donc, quelque part, notre système de croyance, hein, dans le langage thérapeutique, notre système de croyance peut être revu et va nous mener à revoir aussi qui nous sommes. Oui. Donc finalement, c'est un message plein d'espoir, tout ça. Parce que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut toujours revenir sur cette quête du bonheur sans non plus passer nécessairement par
des moments qui nous accablent trop. Mhm. Le discernement, venir faire intervenir ces parties mentales quand elles sont ben, nécessaires en fait, hein. Euh, Mhm. et choisir, accepter ce que je prends dans la vie ou pas. Euh, oui, ça va nous amener petit à petit, on le verra plus tard dans d'autres vidéos, à l'accomplissement. Mhm. Tout à fait, oui. Et je suis curieuse de vivre avec toi cet exercice que tu as vraiment évoqué tout à l'heure sur justement les besoins et les stratégies. Mhm. Donc, la proposition, et je mettrai aussi une photo, j'ai un petit fascicule qui est très bien fait, avec des listes de sentiments, de besoins, euh, et vous verrez que ce sont des choses vraiment universelles en fait. Euh, donc ça aide, parce que parfois au début c'est difficile, ça peut paraître difficile de détecter, mais quel est le besoin dans cette situation-là qui n'est pas satisfait? Quel est mon besoin non satisfait? Et donc d'avoir une liste, ça permet de... Ça apprend aussi, hein, c'est de la psychoéducation ça. Mhm. Euh, eh bien, voilà, on peut commencer par juste prendre quelques respirations pour se centrer un peu. Et l'invitation, c'est de voir si peut-être aujourd'hui, ça vous est arrivé d'avoir un moment de frustration. Si pas aujourd'hui, dans les jours qui précèdent. Et donc, euh, de préférence, choisissons quelque chose qui n'est pas hyper lourd à vivre. Et ben juste reconnectez-vous à ce moment de frustration, à cette situation. Et si on suit le chemin de la communication non violente, eh bien, d'abord, il y a une description des faits. Typiquement, lorsque je me trouve dans cette situation, donc ça peut être lorsque j'entends que tu me dis telle chose, lorsque je me trouve à l'arrêt de bus et le bus vient de partir il y a une seconde, que sais-je? Je ressens. Et là, on peut faire un body scan, vraiment. Faire un check-up de ce qui se passe dans le corps quand je me connecte à cette situation de frustration. Tiens, comment mon corps réagit-il? Ça fait quoi à l'intérieur? Et en lien avec ça, ben, quelle est l'émotion présente? Et donc je ressens une frustration, de la colère, peut-être de la tristesse aussi, peut-être un mélange. Parce que à ce moment-là, mon besoin, c'est... Quel était mon besoin là? Je reprends l'exemple du bus qui vient de me partir sous le nez. Ben, mon besoin, c'était un besoin de ponctualité. Ou d'efficacité, par exemple. Et à ce moment-là, maintenant que j'ai déterminé quel est le besoin qui n'est pas satisfait dans cette situation, l'invitation, c'est d'imaginer au minimum 3 stratégies différentes pour satisfaire ce besoin. Comment je peux faire pour satisfaire ce besoin? Si la situation est en lien avec une personne, eh bien, je peux imaginer que je propose ça à cette personne, les 3 propositions. Et peut-être que mon interlocuteur va trouver une 4e ou une 5e proposition aussi. Très souvent dans les échanges, on peut être agréablement surpris par la co-création. Et maintenant qu'il y a cette perspective de différentes stratégies pour satisfaire ce besoin, ben, vous pouvez refaire un body scan et voir un peu comment ça se passe dans le corps. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé?
Et n'hésitez pas à le partager avec nous dans les commentaires, parce que je suis vraiment curieuse. Merci, Michel, pour cet exercice. Ben, avec C'est plaisir. quelque chose qu'on pourrait, c'est quelque chose qu'on peut pratiquer régulièrement, hein. Oui, oui, oui. Et vis-à-vis de soi-même, faire preuve d'écoute et d'empathie vis-à-vis de soi-même, ça amène déjà beaucoup de calme, Ouais. d'apaisement. Faut revenir à soi, hein. Oui, de discernement aussi. Ça permet le discernement. Quand on a plus de calme à l'intérieur, le discernement est plus facile. Et Il me semble que tu as un texte d'Épicure pour clôturer, Séverine. oui, 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 je vais vous lire un extrait de la lettre à Ménécée. Hmm. Maintenant, il faut parvenir à penser que parmi les désirs, certains sont fondés en nature, d'autres sont vains. Parmi les désirs naturels, certains sont nécessaires, d'autres ne sont que naturels. Parmi les désirs naturels, les uns sont nécessaires pour le bonheur, les autres pour le calme du corps, d'autres enfin simplement pour le fait de vivre. En effet, une juste vision de ces catégories permettra chaque fois de choisir et de refuser, relativement à la santé du corps et à la sérénité, puisque telle est la perfection même de la vie heureuse. Car c'est en vue de cela que nous voulons éviter la douleur et l'angoisse. Lorsque cela s'accomplit en nous, les orages de l'âme se dispersent. Le vivant ne chemine plus vers ce qui lui fait défaut et ne vise plus quelque supplément au bien de l'âme et du corps. En effet, nous ne sommes en quête du plaisir que lorsque nous souffrons de son absence. Or maintenant, nous ne sommes plus dans le manque de plaisir. Et c'est pourquoi nous disons que le plaisir est le commencement et la fin de la vie bienheureuse. Car il est le premier des biens naturels, il est au principe de nos choix et refus, il est le terme auquel nous atteignons chaque fois que nous décidons quelque chose, avec comme critère du bien notre sensibilité. Précisément parce qu'il est le premier bien, épousant notre nature, c'est toujours lui que nous recherchons. Mais il est des cas où nous méprisons bien des plaisirs, lorsqu'ils doivent avoir poursuite des désagréments qui les surpassent, et nous estimons bien des douleurs meilleures que les plaisirs, lorsque, après les avoir supportés longtemps, le plaisir qui les suit est plus grand pour nous. Tout plaisir est en tant que tel un bien, et cependant, il ne faut pas rechercher tout plaisir. De même, la douleur est toujours un mal, pourtant elle n'est pas toujours à rejeter. Il faut en juger à chaque fois, en examinant et comparant avantages et désavantages, car parfois nous traitons le bien comme un mal, parfois au contraire nous traitons le mal comme un bien. C'est un grand bien, croyons-nous, que le contentement. Non pas qu'il faille toujours vivre de peu en général, mais parce que si nous n'avons pas l'abondance, nous saurons être contents de peu, bien convaincus que ceux-là jouissent le mieux de l'opulence qui en ont le moins besoin. Tout ce qui est fondé en nature s'acquiert aisément, malaisément ce qui ne l'est pas. Hmm. C'est intéressant, le, le fait de peut-être avoir à accepter la souffrance aussi, de voir en tout cas le sens que ça peut donner. Et de voir aussi que ceux qui profitent le plus de l'abondance, finalement, c'est ceux qui savent se contenter de peu et en tout cas de ce qu'ils ont. Exactement, oui. Eh bien, merci Séverine pour cette conclusion qui ouvre pour moi à la réflexion, c'est sûr. Merci pour nos explorations. Et oui, merci pour la richesse en fait des croisements qu'on peut faire entre ces deux approches. Hmm. Et puis, mettez en commentaire votre vécu, vos, oui, vos élaborations aussi. Nous sommes curieuses.
Et rendez-vous Et dans on 15. se revoit dans, oui, dans 15 jours pour la suite de l'acceptation. C'est ça. À bientôt. À bientôt.